Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ce dernier temps fort de conversation et satisfaction client, un événement 100% digital porté par Enghouse en partenariat avec Agora News Expérience Client. Pour ce dernier temps fort, il sera question de l'optimisation des conversations digitales en tant que pierre angulaire de la gestion de la relation client. Pour parler de ce thème, j'ai l'immense plaisir de recevoir 2 personnes sur le plateau et 1 personne à distance. Donc à mes côtés, Sandra Dostret, responsable du pôle réservation et développement commercial chez Adagio. Bonjour Sandra. Bonjour. À ma droite, Johanna Alouche, CSM Customer Success Manager chez Enghouse Interactive France. Bonjour Johanna. Bonjour. Et enfin, à distance, j'ai l'immense plaisir de recevoir Sophie Agement, responsable de l'expérience client chez Blancheporte. Bonjour Sophie. Bonjour. Très bien, on va commencer avec vous Sophie. Je crois que en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu Blancheporte, votre cœur de métier, la stratégie client qui en découle et l'organisation de votre relation et de votre expérience client? Oui, bien sûr. Alors, Blancheporte, on est vendeur de mode femme, lingerie et linge de maison. Notre mission, c'est d'embellir la vie de toutes les femmes. Et notre cœur de cible sont les femmes de 50 ans et plus. On a fait en 2020 4 millions de commandes, pour un chiffre d'affaires de 182 millions d'euros. Et les ventes en ligne représentent 60% de notre chiffre d'affaires. Très bien. Au niveau de la relation client, on a un nombre de contacts de 1 160 000 sur 2020, en augmentation par rapport à 2019. Par jour, on fait à peu près 2600 appels, 560 emails, et c'était une grande augmentation de 40% entre 2020 et 2019. Et on a 64% des clients qui trouvent leur réponse via la FAQ. Très bien. On est organisé avec un petit service en interne de 12 personnes pour le pilotage, l'audit, la formation. Et au total, la relation client chez Blancheporte, c'est 200 qui sont sur 5 sites et 4 partenaires. ADM Value sur Madagascar, Mezzo en Tunisie, Yours en Belgique et Swisspot agglomération lilloise et au Vietnam. Très bien. Merci Sophie pour ces précisions. Je me tourne vers vous Sandra. Je vais vous demander un peu le même exercice qu'à Sophie. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu Adagio? Alors, donc Adagio est le leader européen de l'appart-hôtellerie. Donc, nous offrons des appart-hôtels, plus de 100 appart-hôtels en France et en Europe. Je suis responsable d'une unité de relations clients composée de 7 agents qui sont aussi des conseillers commerciaux. Donc, nous traitons essentiellement du B2B. Et c'est considéré plutôt comme une centrale de réservation B2B. Nous avons donc 100 appels par jour et 130 mails par jour. Et donc tout ça articulé autour de 8 boîtes mail qui correspondent aux différents profils de clients. Nous faisons partie du groupe Accor Hotel et du groupe Pierre et Vacances, qui sont nos 2 principaux actionnaires. Et donc la partie B2C est-elle traitée plutôt par le service web direct. Et nous travaillons bien entendu en étroite collaboration. Très bien. Quel constat vous avez pu tirer justement de l'année qui vient de se passer? Quelle tendance avez-vous pu observer, Sandra? Alors, c'était une année en hôtellerie assez particulière. Après un premier confinement où nous avons été un peu le centre névralgique d'Adagio, oui, de tous les hôtels les appart-hôtels qui ont fermé successivement. Nous avons dû donc effectivement prendre toute la partie report, annulation, et donc ça a été assez compliqué. Puis ensuite, on a eu un été assez florissant. Puis effectivement là une deuxième vague qui augure effectivement
d'une activité un peu freinée selon les annonces gouvernementales. On dépend essentiellement des annonces gouvernementales. On a beaucoup appris effectivement pendant ces deux confinements et notamment qu'il fallait effectivement nous organiser et utiliser de plus en plus la partie digitale, que ce soit les mails ou que ce soit les FAQ pour pouvoir traiter ce flux de clients qui nous arrive dans ce contexte un peu particulier. Très bien. Sophie, pour rebondir sur les propos de Sandra, comment ça s'est passé pour vous l'année passée et cette année qui commence? Alors pour nous, l'année dernière, il y a eu un premier confinement où tout s'est un peu arrêté. Et puis très vite, l'activité s'est reportée sur Internet avec une belle année, une belle fin d'année. Et donc au niveau commande, on a une année qui est similaire à l'année dernière. Par contre, au niveau contact, beaucoup plus de contacts, notamment par email, ce qu'on a vu, avec un besoin de réassurance des clients sur leur livraison, l'ouverture des relais, les délais de retour, des choses qui ont changé avec la crise sanitaire. Et l'année 2021 commence correctement aussi, sur la même tendance que l'année dernière. D'accord. Alors, une fluctuation de l'activité qu'on remarque à la fois chez Adagio et chez Blanche-Porte, des pics d'activité, des choses qui bougent très vite. Ça a été quoi votre posture justement, Johanna, chez Enjas, par rapport à toutes ces fluctuations qu'ont connues les entreprises? Alors, on l'a ressenti surtout sur le premier confinement. On a été très rapidement sollicité par les services clients. Une montée en charge qu'il a fallu absorber et des pratiques, des process, des nouveaux process à mettre en place pour absorber et traiter en masse les demandes, des diminutions de la productivité des agents. Donc on a retiré des champs obligatoires, on a changé les process et on en a créé des nouveaux. Voilà, donc il a fallu réagir très vite. Les services clients ont joué le jeu. Les agents, les conseillers se sont adaptés et les managers se sont beaucoup investis pour reparamétrer et optimiser la relation digitale. Très bien. Et pour gérer ces pics, il est aussi question souvent de self-care. C'est vraiment la grosse tendance aussi dans la relation client. Chez vous, Sandra, qu'est-ce qui a été mis en place et est-ce que vous pouvez nous faire un peu la genèse du projet self-care chez Adagio? Alors nous, on est vraiment au début. On a beaucoup travaillé en collaboration pour savoir un peu quels étaient les différents éléments qui revenaient très souvent pour tout type de clients. On a mis en place des formulaires, on a fait en sorte d'avoir un lien directement sur nos boîtes mail qui étaient traitées par nos collaborateurs et nos conseillers commerciaux. Mais c'est vrai qu'on a besoin de faire beaucoup plus et de travailler beaucoup plus, notamment sur le reroutage automatique, de manière à ce qu'aujourd'hui, en fait, par exemple, on a une personne qui passe sa journée à rerouter des mails sur les différents services ou les différentes problématiques à résoudre. Et ça, effectivement, c'est clairement quelque chose sur lequel on travaille actuellement. Quand vous dites ça fait pas longtemps, ça fait combien de temps? On a dû commencer fin 2019, début 2020. Et donc après, ça s'est un peu accéléré. Et aujourd'hui, vos objectifs concernant le self-care, si on doit c'est de les mettre à jour, effectivement, et de les améliorer et de faire ce travail de fond avant la reprise, notamment pour nous, où c'est une période un peu calme. Mais notre objectif, c'est de mettre à jour ce self-care et notamment ces FAQ en fait. D'accord. Et dans vos parcours clients aujourd'hui, le self-care, ça représente quelle proportion, quel pourcentage? C'est encore dur à estimer aujourd'hui? Oui, c'est encore dur à estimer parce qu'on en est vraiment tout au début. Et je n'ai pas les informations exactes à vous donner pour ne pas vous induire en erreur. Je préfère vous dire que c'est le balbutiement. Je pense que voilà. Très bien. Sophie, chez vous, quelle a été la genèse justement du projet de self-care, de FAQ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre démarche chez Blanche-Porte? Alors, chez Blanche-Porte, ça fait longtemps qu'on a la FAQ, depuis plus d'une dizaine d'années. Mais là, on s'est vraiment appuyé dessus pour la crise sanitaire, pour arriver à gérer cette partie-là, pour pousser de l'information aux clients. On n'avait pas beaucoup de moyens de leur pousser de l'information.
un petit peu en homepage, un petit peu dans le tunnel de commande. Mais on a aussi créé une rubrique spéciale info Covid-19 dans la FAQ pour alimenter au fil de l'eau, actualiser la situation sur les délais de livraison, les délais de retour prolongés, des choses comme ça. Et on a effectivement constaté que la consultation de la FAQ a doublé dans la période, surtout post-confinement. D'accord, très bien. Allez-y, continuez, Sophie. Non, et du coup, c'est vrai que pour nous, c'est un moment très important de la FAQ. Ça nous permet de permettre au client de continuer de rester sur le site, d'avoir sa réponse tout de suite et donc pouvoir convertir la commande. Parce que le fait de avoir sa réponse tout de suite et envoyer un mail, ça génère des risques de ne pas revenir sur le site. Donc, c'était vraiment un outil très important pour nous de réassurance. Très bien, donc un outil de réassurance. Donc la FAQ dans le self-care, c'est un sujet central, mais avec des niveaux de maturité différentes. Ça va être l'occasion, là, pendant ce webinaire, de lancer un petit sondage que va nous lancer Damien Simoneau, justement, sur qui met à jour votre self-service. Donc on met un peu d'interactivité dans ce webinaire. Donc, petite question de webinaire, qui met à jour votre self-service? Vous avez quelques secondes pour répondre à cette question. Alors, on n'est pas loin en fait de l'égalité parfaite, mais pas tout à fait. Il y a une courte longueur d'avance pour un autre service. Donc, du coup, on ne saura pas quel service. Mais ensuite, les deux. Donc, un autre service est 32%. Et puis ensuite, nous n'avons pas de self-care à 28%. Le service marketing à 24%. Et 12% pour le service client. Et enfin, 4% pour personne. Il est bien comme il est. Donc, un autre service en priorité, ensuite le service marketing et puis le service client en troisième à 12%. D'accord. Une réaction, Johanna, par rapport à ces statistiques? Finalement, la FAQ qui sert, je pense en premier lieu, la relation client, n'est pas validée par la relation client. Exactement, c'est exactement ça. Les chiffres révèlent ce qu'on constate sur le terrain. Le marketing, d'autres services. La difficulté aujourd'hui, c'est qu'il y a deux types de réponses types. Il y a les réponses types, il y a les articles dans la FAQ qui sont dites communes, standards, les questions habituelles liées aux commandes, aux livraisons. Et puis il y a toutes les réponses types, comme le disait Sophie, qui sont liées à l'actualité. L'actualité, ça peut être des annonces gouvernementales, ça peut être effectivement des intempéries qui impactent la livraison et le service client reste encore en front et le plus à même de communiquer, de pousser, je reprends l'expression de Sophie, des réponses types sur le site web. C'est pas toujours le cas, voilà. Après, il y a d'autres articles liés à l'actualité. J'ai cité les réformes gouvernementales. On imagine que là, on est plutôt dans les 32% des autres services, plutôt juridiques, qui vont devoir prendre en charge. Je pense aussi aux offres commerciales. On pousse des réponses types quand il y a des offres commerciales, quand c'est des taux d'assurance, quand ça concerne des crédits bancaires. Là aussi, on imagine qu'on est dans les 32% des autres métiers. Voilà, donc d'une manière générale, il faut que ce soit à la main du service client. C'est le service qui est le plus à même d'actualiser les réponses types de la FAQ. Mais dans les cas qu'on a cités, parfois, on a besoin d'autres services. Quelles sont les bonnes pratiques, justement, pour mettre en place un projet de FAQ? Alors, les bonnes pratiques pour mettre en place un projet de FAQ, ça va être tout le workflow dont on vient de citer, de création, de validation. Donc un rédacteur... Donc sujet central finalement le sondage. Oui, c'est ça, sujet central, exactement. Et une bonne pratique, ça va être effectivement de donner la main au service client, ce qu'on pense, sauf cas où on aura besoin d'autres services pour valider. Donc le service client peut créer et le juridique peut valider, par exemple. Très bien. Chez vous, Sandra, ça marche comment justement sur ce sujet de la validation? C'est ce que je vous disais tout à l'heure, B2B, B2C, c'est le B2C qui le met à jour, puisque c'est le web direct, c'est la vente, les ventes directes. Mais nous avons clairement un travail en étroite collaboration et nos inputs sont vraiment pris en considération, puisque nous sommes comme ce qu'on appelle nous le front. Et donc, nous
quittons jamais la partie terrain qui nous permet donc effectivement de rebondir sur toutes ces nouveautés ou ces choses qui reviennent souvent en fait. Voilà, donc c'est pas moi directement, c'est pas nous directement, mais c'est les ventes directes en fait. C'est le service client. Sophie, qui gère justement cette validation chez vous, chez Blanche-Porte? Alors chez nous, on a la chance de faire partie qui ont la main en relation. Et pour moi, ça me paraît vraiment important. On est bien sûr en étroite collaboration avec le juridique et puis le marketing pour nous aider à formuler les choses. Mais c'est vraiment en relation client qu'on travaille ça, en s'appuyant notamment sur les questions poignantes pour s'assurer qu'on a le bon vocabulaire par rapport au vocabulaire client, et aussi sur les remontées de nos conseillers qui, par téléphone ou par mail, ont des thématiques qui reviennent. Et donc, on alimente la FAQ pour que le client trouve sa réponse directement. Très bien. Quelles ont été vos bonnes pratiques justement pour mettre en place ce projet de FAQ, Sophie? La pratique initiale, ça a été de dire on va organiser selon le parcours client. Donc, on a fait commande, retour. Et puis, aussi, ça a été d'utiliser un vocabulaire simple, de le mettre à jour régulièrement. Très bien. Voilà. En termes de base de connaissances et d'accès à la bonne information, aujourd'hui, comment s'assurer que le self-care, comme les agents, disposent en permanence d'infos pertinentes, exhaustives et à jour? Sophie, quelle est votre vision sur ce sujet? Alors ça, c'est vraiment le nerf de la guerre, que le conseiller ait la bonne info au bon moment. Traditionnellement, en période habituelle, on publie plein d'informations toutes les semaines auprès de nos centres. Et puis, on a un point visio tous les jours au courant de l'actualité. Là, on a fait des publications quotidiennes pour savoir quelles étaient les livraisons, voilà, les relais ouverts, des choses comme ça. Dernièrement, pour les inondations, la neige, on a dû aussi publier tous les jours les informations. Mmh. Et on adapte aussi beaucoup les réponses types et la FAQ en fonction de ce que remontent les conseillers. Très bien. Chez vous, Sandra, ça fonctionne de la même manière? Oui, on n'est pas aussi réactif à faire ça toutes les semaines, mais au moins une fois par mois, on organise une réunion où chaque collaborateur, chaque conseiller commercial va remonter les points les plus récurrents. Et ensuite s'ensuit voilà, le travail du web direct qui va mettre ça à jour ou qui va soulever un point, qui va regarder auprès du service juridique ou du service concerné et ainsi de suite. Donc je dirais que c'est effectivement le nerf de la guerre, mais malheureusement, voilà, actuellement, on est sur mensuel à peu près mensuel. D'accord, j'ai l'impression qu'on est presque dans une forme de micromanagement pour animer sa FAQ ou son self-care. C'est une tendance qui se retrouve chez d'autres acteurs par rapport à votre portefeuille client, Johanna. Donc il faut vraiment quasiment faire ça tous les jours, idéalement? Alors, en fonction de l'actualité, ça dépend des métiers également. Oui, tout à fait. Mais oui, régulièrement, en tout cas, ça c'est sûr, effectivement. Et en collaboration avec nos conseillers, nos agents, qui sont les plus à même de nous remonter les besoins d'actualisation. D'accord. J'ai une dernière question à poser à l'ensemble des speakers avant de passer plus au canal mail. Quels sont les articles proposés en page d'accueil d'une FAQ? Est-ce que ça va être les articles les plus consultés? Est-ce que ça va être les articles avec des demandes escaladées et traitées par les agents du centre de contact? Comment on priorise justement la FAQ aujourd'hui? Sandra, si vous voulez commencer, je vous sens pensive. Oui, là pour le coup, ça démontre complètement le fait que je ne la mette pas à jour et que du coup je suis moins aguerrie sur le sujet. Je ne saurais pas vraiment vous répondre dans l'immédiat sur ce point-là. Comme je vous dis, on en est vraiment tout au début de l'utilisation, en tout cas de la mise en pratique réelle de cet outil-là. Mais ouais, je vais passer mon tour en fait. D'accord, très bien.
Donc un projet encore jeune chez vous, Sophie, comment vous priorisez? Qu'est-ce qui prévaut dans cette priorisation? On a un premier niveau avec le parcours client. Et puis ensuite, c'est par rapport aux plus consultés. Très bien. Donc c'est la récurrence qui prime dans votre FAQ, c'est ça? Oui. Très bien. On va passer maintenant au canal mail après le côté self-care. Quelles sont les spécificités chez vous, Sandra, sur ce canal, sur la gestion des emails par rapport aux autres canaux, la voix notamment? Qu'est-ce que ça exige en termes de compétences des agents, de routage basé sur le contenu, etc. Voilà, alors ça c'est beaucoup plus ma partie. 90% de nos transactions se font par mail, malgré le fait qu'on ait beaucoup d'appels, c'est souvent pas des appels qui se concrétisent. On est d'abord une centrale de réservation, donc nos réservations doivent passer par mail pour une raison simple qui est que les sociétés qui passent par notre intermédiaire doivent envoyer leur prise en charge, etc. Alors chez nous, le point numéro 1 qui avait été évoqué d'ailleurs à l'époque pour la mise en place de tout ça, c'était que tout le monde doit être polyvalent. Chez nous, c'est vraiment l'ADN d'Adagio. Nous travaillons en toute polyvalence. Nous sommes une équipe de 7 personnes. Et donc, l'utilisation des réponses types a vraiment été, pour reprendre le terme, le nerf de la guerre, puisque c'est ce qui nous a permis de faciliter ce passage d'agents et de compétences et que tout le monde puisse être au même niveau. La polyvalence, aujourd'hui, avec ce flux nouveau et ce grand nombre de mails, puisque nous aussi nous avons constaté, nous avions un peu plus de mails que d'habitude, que d'appels. Le reroutage devient un élément essentiel et un reroutage qui doit plus se faire manuellement mais de manière automatique. Donc on est vraiment en train de travailler tendre vers l'automatisation du routage. Exactement. D'accord. Comment ça se passe chez vous, Sophie, sur le sujet de l'email? Alors sur le sujet de l'email, la complexité, c'est la formation des agents, parce que l'expression écrite, c'est quand même beaucoup plus compliqué qu'à l'oral au téléphone. Du coup, on s'appuie beaucoup sur l'outil d'approbation qu'il y a dans l'outil pour pouvoir monter en compétence les agents progressivement. Comme Sandra le disait, nous aussi, on s'appuie sur les réponses types en alimentant au fur et à mesure la bibliothèque de réponses types pour pouvoir avoir une formulation simple, directe et puis homogène entre les agents. Et puis, on a travaillé aussi le routage, à la fois par boîte mail, mais aussi par mots-clés, pour arriver vers le bon conseiller le plus rapidement possible, quoi. Est-ce qu'à l'image de Sandra, les priorités ont un peu changé avec la crise qu'on traverse au niveau de votre sujet email? On a dû former plus de monde. D'accord. Et on a dû trouver des astuces aussi pour traiter les files d'attente en les attaquant par les deux bouts, par exemple, ou par thématique pour arriver à résorber tout le flux. Très bien. Johanna, je me tourne vers vous. En termes de priorité, justement, par rapport à vos clients, qu'est-ce que vous avez pu observer sur le canal email? Est-ce qu'il y a eu des grands changements? Oui, tout à fait. Tout à fait. Le premier besoin pour traiter donc, ce pic d'activité, ça a été la qualification des demandes pour un meilleur routage, pour une meilleure visibilité du backlog de la file d'attente par type de demande. Donc une qualification également côté des clients. On a mis en place des formulaires de manière à ce qu'on sache, un peu comme au téléphone, qui est le client, son numéro client, son numéro assuré, son numéro de commande. Donc on a aussi modifié un peu le parcours du client. Voilà, pour un meilleur routage, pour un meilleur suivi et pour le traitement en masse de certaines thématiques. Très bien. Si on évoque maintenant le sujet plus global de la conversation avec le client, qu'est-ce que vous avez mis en place, Sandra, sur le sujet et quel gain métier vous avez pu observer par rapport justement aux différents sujets qu'on a déjà abordés? Alors on a énormément travaillé sur les réponses types. Ça a vraiment été notre nerf de la guerre et ce sur quoi on a énormément travaillé.
Pour exemple, on avait une dizaine de réponses types, on est passé à 50 réponses types dans les deux langues qui sont les deux langues que l'on gère, l'anglais et le français. On a clairement facilité le travail de nos collaborateurs en ayant une uniformité de ton, un discours beaucoup plus clair, qui était déjà préformaté. Et c'est l'élément essentiel, je dirais, sur lequel on a travaillé ces derniers temps pour améliorer et pour rendre cette efficacité beaucoup plus percutante, en fait. Et une efficacité commerciale, je crois savoir, parce que l'email joue aussi un rôle dans la conversion. Complètement. L'email aujourd'hui est notre outil principal de concrétisation de la vente, d'autant plus que nous avons en fait, nos acteurs qui sont donc en B2B sont eux aussi en activité partielle. Donc les réponses doivent être fluides et elles doivent être traitées par n'importe quelle personne. Et le fait d'avoir effectivement des mails qui ont un temps de réponse beaucoup plus long permet de suivre même pendant ces périodes d'activité partielle. Voilà, donc oui. Très bien. Sophie, qu'est-ce que vous avez mis en place pour justement améliorer vos conversations ? De la même façon qu'Adagio, on a beaucoup travaillé nos réponses types. Et en complément, ce qu'on a beaucoup travaillé aussi, c'est de répondre au premier contact en pouvant passer sur un autre canal, qui est le téléphone par exemple. D'accord. Si on voit que dans la réponse mail, on ne va pas pouvoir donner toute la réponse, il va falloir poser des questions supplémentaires au client. À ce moment-là, on prend le téléphone pour l'appeler, pour résoudre directement le sujet. Très bien. Ou si on voit qu'il y a des réponses aux réponses, là, on prend le téléphone aussi. D'accord. Quand vous parlez de travailler les réponses types, est-ce que vous pouvez donner un exemple concret ? Mais ça a été d'enrichir la base de connaissances. Par exemple, on avait des délais de livraison plus longs, donc on a ajouté des réponses pour expliquer les livraisons, ou on augmentait les délais de retour. Donc pareil, on ajoutait de nouvelles réponses types. Voilà, donc ça a été de revalider toute la base de connaissances actuelle, simplifier ce qu'on pouvait simplifier, et puis ajouter au fil de l'eau les réponses nécessaires. Très bien, Sophie. Si on doit évoquer les prérequis et les pièges à éviter sur ce type de projet, qu'est-ce que vous avez pu identifier sur justement ce thème des prérequis et des pièges ? Peut-être le capacitaire. Un peu sur chaque canal, c'est le même sujet. Avoir la capacité nécessaire, le nombre d'agents nécessaires, parce qu'on voit que dès que le délai est un petit peu trop long, dès qu'on dépasse les 48 heures de délai de réponse, tout de suite on a de la réitération ou un nombre d'appels entrants important. D'accord. Et puis, moi je pense que c'est important aussi d'avoir une personne dans l'équipe relation client qui est chargée d'enrichir au fur et à mesure la base de connaissances, aussi bien FAQ que réponse type. Et après, il y a aussi la organisation de l'architecture des boîtes mail pour pouvoir éviter des ping-pong de mails qui s'échangent entre services et que le client ait sa réponse le plus rapidement possible. D'accord, très bien. Sandra, vous partagez oui, complètement. des propos de Sophie ? Surtout la mise à jour, un peu comme pour le self-care en fait, la mise à jour continuelle de ces réponses types. Par exemple, nous, il y avait des parties de la réponse type qui n'étaient pas assez claires, on les a mises en gras ou avec une couleur différente de manière à ce que le client puisse... et quand même une réponse qui soit plus adaptée à sa question qui revient régulièrement. Donc cette mise à jour est vraiment importante, de la même manière que pour le self-care, on fasse ça de manière très très récurrente. Très bien. Sandra, s'il faut retenir une chose pour améliorer sa conversation client, qu'est-ce qu'on doit retenir ? Alors, clairement, on n'a pas arrêté de le dire qu'il faut vraiment ne jamais
quitter des yeux le terrain et mettre à jour que ce soit ses réponses types, que ce soit ses FAQ, et d'avoir une espèce de rigueur dans cette mise à jour qui permet d'être le plus clair et le plus compris possible par le plus grand nombre de personnes et de nos clients, finalement. Très bien. Merci Sandra. Sophie, je vous pose la même question. S'il fallait retenir une chose pour l'optimisation de ces conversations. J'allais dire la même chose que Sandra. Ah, vous n'avez pas le droit. Et du coup, je vais ajouter quelque chose. On a aussi beaucoup utilisé les verbatims de nos clients pour sensibiliser en interne dans l'entreprise les problématiques concrètes qu'ont rencontrées les clients pendant la crise sanitaire, pour essayer d'adapter en interne nos process et vraiment de sensibiliser toute l'entreprise aux clients. Très bien. Merci. Ça, c'est bénéfique pour améliorer la conversation client. Merci Sophie. Et vous, Johanna, quelle serait votre position justement pour cette optimisation des conversations ? Alors, certaines qui ont été citées, l'identification du client, la qualification du besoin, mais aussi l'analyse. L'analyse par mail, on a du temps avant de répondre, c'est pas comme le téléphone, on va pouvoir analyser, regarder comment s'exprime notre client, s'il nous a déjà contacté, ce qu'on lui a répondu, et donc prendre vraiment le temps de cette analyse avant d'aller chercher la réponse la plus adaptée. Et bien sûr, quand on utilise des réponses types, attention de ne pas tomber dans le piège il faut quand même mettre un petit peu de reconnaissance du client et adapter aussi. Là, les agents le font très bien, ils ont l'habitude. Donc ça aussi, c'est un piège dans lequel il ne faut pas tomber, le standard pour tout le monde. Ce sera le mot de la fin. Merci Sophie Agement, merci Sandra et merci Johanna de votre présence sur cet événement Conversation et Satisfaction Client. Cette session live touche à sa fin. L'occasion de remercier Olivier Njamfa et les équipes d'Enjahouse France pour l'organisation de cet événement 100% digital. Un grand merci également aux équipes d'Agora News Expérience Client. Au revoir et à très vite en replay pour Conversation et Satisfaction Client.